il y a la révolution et que la société change, automatiquement, Oui. la situation des femmes changera. Oui, et je dois dire que moi-même, en 1949, quand j'ai écrit Le deuxième sexe, j'étais un peu dupe de cela. Je croyais qu'il fallait surtout militer pour la révolution, puisque moi, je suis tout à fait de gauche, et par conséquent, je souhaite un changement complet du régime et le renversement du capitalisme. Mais je pensais qu'il suffisait de ça pour que la situation de la femme devienne l'égale de celle de l'homme. Et je me suis aperçu que je m'étais bien trompée, car ni en URSS, ni en Tchécoslovaquie, ni dans aucun pays socialiste, ni dans les partis, précisément pas dans le Parti communiste, ni dans les syndicats, ni même dans les mouvements gauchistes plus d'avant-garde d'aujourd'hui, le sort de la femme n'est le même que celui de l'homme. Et c'est ce qui m'a décidé à devenir ce que j'appellerais proprement féministe, et d'une manière assez militante. Être militante, c'est par exemple venir parler aujourd'hui du féminisme à toutes les femmes qui veulent bien m'écouter. Eh bien, j'ai compris qu'il y avait une lutte spécifiquement féministe et que la lutte contre les valeurs, disons, patriarcales, en gros, ne se confondait pas avec la lutte contre les valeurs capitalistes. À mon avis, il faut mener les deux luttes ensemble. Il n'est pas question, il n'est pas possible que le sort de la femme change profondément si la société, d'autre part, ne change pas profondément sur le plan de la lutte des classes. Mais il serait illusoire de penser que la lutte des classes suffira jamais à étayer la lutte des femmes. Il faut qu'il y ait une lutte qui soit spécifiquement menée par les femmes. Et c'est pourquoi des mouvements qu'on tourne souvent en ridicule, comme le MLF, le mouvement de libération des femmes, me semble un mouvement absolument nécessaire dans la société d'aujourd'hui. Et donc, vous voulez dire que le féminisme, par exemple, a son rôle à jouer dans la société où nous vivons tous les deux, mais aussi, par exemple, dans les pays communistes où, pour le moment, il n'existe pas. C'est-à-dire que dans les pays communistes, je ne pense pas que les femmes aient précisément la possibilité de créer des mouvements analogues au mouvement de libération des femmes. Mais si ça pouvait se faire, ce serait bien utile. Parce que je pense que ce mouvement est utile à beaucoup de titres. D'abord, une des idées du mouvement de libération, c'est que les femmes se rassemblent entre elles, se parlent entre elles, et que ce qui est vécu au foyer souvent, dans l'acrimonie, dans le ressentiment, parce que les femmes au foyer ne sont pas toujours tellement des anges du foyer, tellement douces, et ça parce que justement, elles ressentent malgré tout l'injustice qui leur est faite. Eh bien, au lieu de vivre cette injustice dans une récrimination individuelle et stérile, il vaut beaucoup mieux que les femmes se parlent entre elles de leurs problèmes, entre elles et non pas devant ou avec les hommes, et qu'elles essaient de trouver des solutions. Ça leur épargnerait certainement beaucoup d'aigreur, et ça leur permettrait de prendre vraiment conscience de leur situation, de réfléchir dessus. Et quand elles auront bien réfléchi, je crois qu'elles auront toute envie de s'unir pour la changer, ce qui serait une chose profondément utile et qui pourrait avoir des répercussions immenses pour changer la société dans son ensemble. Vous dites réfléchir, en fait, on a l'impression aujourd'hui, justement à cause du conditionnement de la mère de famille, de l'image traditionnelle de la femme, qui est quelque chose qui fait maintenant partie de la plupart des adultes, qui est à l'intérieur de leur propre manière de penser, on a l'impression que la principale difficulté, c'est que les femmes se regardent avec un œil nouveau, qu'à partir de là, beaucoup de choses peuvent évoluer, mais que ça n'est pas encore fait. Certaines d'entre elles se regardent sûrement avec un œil nouveau. La profondeur de ce qu'a pu atteindre justement le mouvement de libération des femmes, ça c'est très difficile de le savoir. Parce que dans quelle mesure est-ce que les femmes, considérant l'exemple de quelques femmes d'avant-garde, écoutant un peu leur voix, dans quelle mesure est-ce qu'elles prennent conscience d'être exploitées, d'être opprimées, ça je ne saurais pas le dire. Mais j'ai l'impression tout de même qu'elles sont moins résignées qu'elles ne l'étaient auparavant. Ben, il y a beaucoup de signes, ne serait-ce que sur le plan politique actuellement, on attache à l'évidence une beaucoup plus grande valeur, même si elle est symbolique, à la présence de femmes au gouvernement actuellement, et puisque la condition féminine fait l'objet d'un débat particulier et qu'on l'a voulu en faire une institution ministérielle, est-ce que pour vous ce n'est pas quand même le signe qu'il y a une évolution qui s'impose aux hommes? Oui, mais elles y répondent par la mystification. Parce qu'à mon avis, ce secrétariat à la condition féminine, c'est une pure mystification. C'est un os à ronger qu'on a acheté aux femmes pour leur donner l'impression, précisément, qu'on s'occupait d'elles, alors qu'en vérité, on ne donne pas les moyens à Françoise Giroud, par exemple, de faire quoi que ce soit. Elle n'a pas de budget, elle n'a pas d'argent. Tout ce qu'elle peut faire, c'est de timides propositions qu'elle fera aux hommes et qui ne prendront de force que si les hommes les reprennent à leur compte et y consentent. Par conséquent, c'est une mystification. Oui, mais Simone de Beauvoir, vous dites que le féminisme ne se confond plus complètement avec la lutte révolutionnaire sur le plan social, dans la mesure où, si je veux résumer un peu à l'excès, vous dites qu'on ne peut pas attendre la révolution, il faut que la situation des femmes change de toute façon, avant, après, pendant. Oui.
Donc, est-ce que dans une certaine mesure, tout n'est pas bon à prendre, vu du point de vue des femmes, c'est-à-dire y compris même des mesures qui peuvent vous paraître partielles ou simplement un petit début? Est-ce que de toute façon, ça ne vaut mieux pas que le contraire? Non, tout n'est pas bon à prendre dans la mesure où, justement, quelquefois, les choses qu'on donne à prendre aux femmes sont simplement je vous dis, un os arrangé, une mystification, et c'est une manière de les démobiliser, au contraire, en leur faisant croire qu'on fait quelque chose pour elles, alors qu'en vérité, on ne fait rien. C'est une manière non seulement de récupérer la révolte des femmes, mais c'est même une manière de la contrer, de la supprimer, de feindre qu'elle n'ait plus de raison d'être. Et au contraire, nous les féministes, je dis nous parce que je vous l'ai déjà dit, j'en suis tout à fait, eh bien, nous refusons cette démobilisation et nous voulons continuer la lutte. Et nous voulons que la lutte soit faite, pour l'instant en tout cas, par les femmes, pour les femmes, et non pas à travers des institutions comme, je ne sais pas moi, l'ONU, l'UNESCO, cette fameuse allée de la femme, qui est également, elle, une mystification. Parce qu'en vérité, d'ailleurs, on ne peut pas attendre d'un gouvernement qui est pour l'ordre établi tel qu'il est aujourd'hui, qu'il donne satisfaction à des femmes qui réclament un tel changement dans leur statut que cet ordre serait bouleversé. Oui, mais vous avez observé que dans les guerres révolutionnaires, que dans les guerres de décolonisation, par exemple, le moment où la situation de la part de ceux qui sont colonisés ou opprimés est le plus tendu, c'est au moment où on commence à leur donner des satisfactions partielles. On n'est jamais arrivé à démobiliser par des satisfactions partielles des gens qui avaient une cause à défendre. Au contraire, c'est à ce moment-là qu'on aide dans une certaine mesure à la prise de conscience. Alors, est-ce que vous ne croyez pas que de toute façon, maintenant, cette prise de conscience est une force qui marche et que je ne crois même pas que M. Giscard d'Estaing puisse penser qu'il démobiliserait simplement en faisant quelques mesures superficielles. Il essaye peut-être simplement de suivre une vague dont il sent qu'elle doit devenir considérable. Oui, enfin, c'est quand même une manière de démobiliser. Ceci dit, si des mesures sont vraiment utiles aujourd'hui à des femmes, naturellement qu'il faut les accepter, mais il faut les accepter tout en sachant qu'elles ne sont que quelque chose de provisoire, qu'une étape, exactement comme dans l'exemple que vous avez pris pour les décoloniser. Ils accepteront peut-être les coloniser, ils accepteront peut-être certaines réformettes et ils pousseront beaucoup, beaucoup plus loin. Et si on se sert de ces réformes simplement pour vouloir prétendre qu'ils ont obtenu satisfaction, ils refuseront. Ainsi, une loi comme la loi sur l'avortement, à mon avis, n'est pas du tout satisfaisante, elle ne va pas assez loin. Mais bien entendu qu'il ne s'agit pas de la rejeter, il s'agit au contraire de la prendre, de l'accepter, de la considérer comme un premier pas vers une libéralisation beaucoup plus grande de l'avortement, et par-delà cela, comme une libéralisation, une émancipation beaucoup plus grande de la femme en général. Je dirais d'ailleurs que là-dessus, sur la question de l'avortement, c'est une chose dont nous, les féministes, pouvons être assez fiers, parce que finalement, je me demande si cette loi aurait eu lieu, si elle n'avait pas commencé par signer le manifeste des 343, on les a appelés quelquefois les 343 salopes, le manifeste où nous disions que dans notre vie, nous étions toutes faites avorter. Des femmes connues, des femmes moins connues. Après ça, il y a eu le procès de Bobigny, qui était également une grande mobilisation de l'opinion. Il y a eu des quantités de manifestations dans les rues, sur les boulevards, etc., pour réclamer la liberté de l'avortement. Et je pense que, comme c'est un point sur lequel, justement, les barrières de classe ont pu être franchies, parce que ça intéresse aussi bien l'ouvrière que la bourgeoise, ce problème-là, eh bien, je pense que là-dessus, on a pu justement arriver à faire une pression considérable sur un gouvernement, même aussi, disons, classique et pour l'ordre et conservateur que celui-ci. Vous êtes entré, en fait, dans l'action directe sur le plan du féminisme à travers cette affaire de l'avortement que vous avez suivie depuis le début, et en particulier, vous étiez témoin au procès de Bobigny. Est-ce que, justement, on ne peut pas dire que c'est un peu le début, si nous regardons quelques années plus tard, le début du féminisme en France, parce que ça a servi, sur un point précis qui était important, ça a servi un peu de catalyseur au rassemblement d'un certain nombre de femmes, à se rendre compte qu'elles pouvaient obtenir quelque chose, parce que finalement, ce sont les femmes qui ont mobilisé l'opinion publique et que les hommes ont ratifié à un moment donné. Donc ça a été un petit peu l'origine du féminisme en France. Certainement, c'est-à-dire qu'on pourrait dire en même temps qu'elles ont pris un très bon cheval de bataille, l'avortement, dans la mesure où elles commençaient à vouloir faire une lutte. Et elles ont commencé à vouloir faire cette lutte, en grande partie, l'historique, je crois, du féminisme, ça part de 68. C'est 68 qui a donné un peu aux gens l'impression que chacun devait prendre ses propres affaires en main. Que ce soit les jeunes, les lycéens, les étudiants, les soldats, comme on vient de voir récemment à Draguignan, et bien les femmes aussi. On pensait que c'était à elles de prendre leurs affaires en main sans passer par des lois, par des décrets, ou arracher peut-être ces lois et ces décrets, mais enfin, commencer à lutter dans des formes tout à fait neuves. Tout a été créé ensemble par 68. Puis alors, il y a eu une autre incidence de 68, c'est que beaucoup de ces femmes ont commencé à travailler dans des groupes gauchistes, dans des groupuscules. Et elles sont aperçues que même parmi leurs camarades, politiquement sur le même plan qu'elles, eh bien, elles étaient toujours traitées en femmes, que c'était l'homme qui faisait le discours et la femme qui le tapait à la machine. C'était l'homme qui discutait avec ses camarades, c'était elle qui faisait préparer le café. Et alors là, elles ont fait une prise de conscience très très forte en disant, même au sein de ces organisations qui doivent être tout à fait égalitaires et démocratiques, même là, la femme est encore traitée en femme. Bon, eh bien alors, rassemblons-nous entre femmes et arrachons des changements, des modifications de notre statut
leur privilège, c'est tout à fait naturel. Ils sont privilégiés aussi bien dans le Parti communiste que dans le Parti socialiste, que dans n'importe quel parti. Et par conséquent, ils agissent en tant qu'hommes et non pas en tant qu'hommes de gauche. C'est ça, justement, qui est la chose très importante. L'idéologie de la gauche est de lutter contre les privilèges, donc ils doivent se rendre compte, ils devraient être plus sensibles que d'autres à cela. Or, dans la dernière campagne électorale, par exemple, c'était une campagne entre deux hommes finalement d'âge mûr, et le féminisme n'a joué qu'un rôle tout à fait secondaire, même ou même nul. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. C'est parce que c'est pourquoi je vous disais au début qu'il ne faut pas du tout confondre les luttes de classe. Et les partis de gauche se basent sur la lutte des classes, c'est ça le ressort de leur travail politique. Il ne faut pas la confondre avec la lutte des sexes, et que des hommes qui peuvent être tout à fait à gauche sur le problème de la lutte des classes n'en seront pas moins complètement imbus des valeurs patriarcales, des valeurs masculines, et décider à les imposer aux femmes. Oui, mais est-ce que vous ne trouvez pas quand même, dans vos conversations, vous commencez à sûrement en avoir beaucoup parlé, qu'il y a des hommes qui sont accessibles et que quand on les met en face de ce que vous-même vous n'avez découvert qu'à 40 ans, après tout, oui. On peut très bien imaginer que leur éducation ne les a pas préparés à être sensibles à ça, mais qui sont capables d'assimiler peut-être ce problème des femmes comme ils ont assimilé celui de la décolonisation à une certaine époque, etc. Ils l'assimilent en partie, mais c'est bien rare qu'un homme, quand même, puisse comprendre vraiment le vécu, l'expérience vécue d'une femme, parce que précisément, ils n'ont pas vécu. Je prends des toutes petites choses. Bon, eh bien, la rue appartient à tout le monde. Mais en vérité, une femme jeune, qu'elle soit d'ailleurs jolie ou laide, ça n'a pas tellement d'importance, peut très difficilement passer 8 ou 9 heures du soir, se promener seule, tranquillement, en flânant dans la rue. Même dans la journée, ça lui pose un problème, parce qu'elle sera suivie, elle sera interpellée, d'une telle manière que très souvent, elle préférera rentrer chez elle. Eh bien, ça, si on dit ça aux hommes, ils sourient, ils sont étonnés, ils disent « mais moi, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais suivi une femme, je ne suis pas un butor, tous les hommes ne sont pas des butors ». Enfin, ils ne se rendent pas du tout compte de la contrainte que ça peut être pour une femme de se sentir tout le temps plus ou moins en danger, pas un danger véritablement brutal, quoique encore ça puisse aller parfois jusque-là. Il arrive que des femmes qui rabrouent à quelqu'un qui les suit se fassent envoyer une bonne gifle ou un coup ou quelque chose comme ça. Mais est-ce que, d'une autre manière, il n'y a pas un peu une contre-offensive des hommes qui cherchent à sauver les meubles dans une certaine mesure et qui est d'expliquer que tout cela, c'est quand même déjà des problèmes du passé, que en fait les femmes tiennent dans une grande mesure la vie économique du foyer, par exemple. Il y a, surtout dans les ménages ouvriers, par exemple, énormément d'hommes qui remettent purement et simplement leur paye à leurs femmes en gardant éventuellement leur argent de poche et qui n'ont même pas le contrôle. Et puis alors les hommes vont expliquer leurs problèmes en disant qu'à la limite, ils sont considérés comme des fabricants d'argent, que c'est eux qui doivent se taper les 8 heures d'usine ou de bureau et que finalement, les femmes, dans une certaine mesure, ont le beau rôle et qu'elles échangeraient bien. Voilà à peu près le schéma résumé. Ils disent ça peut-être, mais en fait, si on leur propose de changer, ils ne veulent pas du tout. Et pour des tas de raisons. D'abord, le travail, mais alors vous parlez là des ouvriers, le travail ménager pour une ouvrière qui a plusieurs enfants et qui a peu d'argent est un travail extrêmement fatigant, plus fatigant que les 8 heures d'usine. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes... très souvent. Par-dessus le marché, les femmes font très souvent les deux, oui, c'est ça. Et ensuite, bon, le mari remet la paix à sa femme, mais le jour où il en aura assez, où précisément il voudra s'en aller, il trouvera que c'est un trop lourd fardeau d'avoir à entretenir femme et enfants, il peut partir comme ça du jour au lendemain, et trouvera toujours à gagner sa vie, tandis qu'elle, elle restera sans rien. Et c'est un cas qui se trouve malheureusement bien souvent. Oui, mais vous évoquez là des problèmes qui laisseraient entendre que vous pourriez conseiller aux femmes de choisir la solution pour le moment de la liberté individuelle, c'est-à-dire vous ne mariez pas, faites pas d'enfants, comme ça vous serez libre, parce qu'évidemment, elles seront plus libres. Mais globalement, la société, c'est pas comme ça qu'elle réagit. Les gens ont tendance à se marier, il faut lutter contre la solitude, c'est une chose assez naturelle, et puis en plus de ça, avoir des enfants, c'est plutôt agréable, et c'est une des belles choses de la vie pour la plupart des gens. Alors, comment est-ce qu'on vit au milieu de cette réalité si on ne veut pas s'aliéner une partie des choses de la vie? Bien, je pense qu'il faudrait que les hommes prennent part aux soins du ménage et à l'éducation des enfants, exactement de la même manière que la femme. Il faudrait qu'ils partagent toutes les tâches. Et il faudrait également que l'homme renonce à l'autorité qu'il prétend exercer sur la femme. Parce que là aussi, c'est très joli, il lui remet sa paix. Mais combien de fois j'ai reçu des lettres absolument extraordinaires, que je ne vais pas apporter ici, parce que d'abord ce sont des exemples presque trop extraordinaires, encore qu'ils soient beaucoup plus courants qu'on ne pense. Je veux dire, je connais des femmes qui n'ont pas le droit d'aller voir ni une amie, ni même leurs parents, ni qui que ce soit, sans que le mari les accompagne. Et il prétend que c'est par amour, que c'est pour tout partager avec elle. Mais c'est une véritable tyrannie. J'ai reçu une fois une lettre d'une femme qui me disait « Je vous écris en regardant par la fenêtre si mon mari va ou non sortir du café d'en face, parce que quand il sortira du café, je cacherai cette lettre, parce qu'il serait foudrage s'il pensait que je vous écris, et cette lettre, je ne sais pas comment je m'arrangerai pour la faire sortir de la maison, parce que c'était une lettre assez épaisse, elle m'écrivait une trentaine, une quarantaine de pages, elle avait besoin de se défouler. Et si vous me répondez, répondez-moi chez Madame Intel, enfin, de ces cachotteries, de ces vraiment ces choses, ces conduites qui manquent de dignité, qui sont imposées aux femmes par la tyrannie de certains hommes. Mais là, vous le dites vous-même, ce sont des exemples limites.
nous sommes finalement dans une société où la majorité des couples, et c'est presque toujours surprenant, on parle beaucoup du divorce, mais quand on regarde les statistiques, la majorité des couples ne divorcent pas. Bon, peut-être que ça cache quelquefois des drames intérieurs, mais en fait, les gens ont envie de s'entendre entre eux. Et puis, ce que vous citez là arrive plus fréquemment dans les pays d'Amérique latine de nos jours qu'en France, parce qu'il y a quand même eu, heureusement, l'éducation qui a rendu les gens un petit peu plus civilisés de part et Je crois que d'autre. vous êtes très optimiste, parce que je sais que dans certains quartiers, par exemple de Besançon, où ma sœur avait été faire de l'animation culturelle un peu, et elle avait approché de très près des femmes d'ouvriers, pas ouvrières elles-mêmes, mais des femmes qui restaient à la maison. Eh bien, si elles avaient le malheur d'aller prendre le café chez la voisine et que le mari la prenait le soir, il faisait des scènes épouvantables. La femme devait rester à la maison, ne parler avec personne, et ce que son mari quand il revenait le soir, et rester là et ne pas se divertir des travaux du ménage. Elle devait faire ses travaux tout le temps, s'occuper uniquement des enfants, de son ménage, etc. Et je crois que cette tyrannie s'exerce aussi bien dans la classe ouvrière que dans la classe petite bourgeoise ou dans la classe bourgeoise. C'est très, 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 très répandu. Il y a un certain nombre de cadres, et ça existe encore de nos jours, de cadres supérieurs qui ont donc des postes importants, pour qui c'est un objet de statut personnel que leurs femmes ne travaillent pas. À la limite, ils épousent des femmes qui ont fait les mêmes études qu'eux, oui. Mais il y a des réflexions qui sont « j'ai les moyens que tu ne travailles pas ». Autrement dit, il est ancré dans la pensée que quand on est bourgeois, quand on a atteint un certain niveau de vie, eh bien, la consécration de ça, c'est que sa femme ne travaille pas et peut qu'on lui mette un manteau de fourrure sur le dos quelques années plus tard. Oui, et la femme de son côté, on l'a tellement persuadée qu'être une vraie femme, c'était justement laisser le mari travailler. Très souvent, la femme l'accepte. Quelquefois, elle est divisée. Et puis également, on lui donne tellement mauvaise conscience, si elle veut à la fois travailler et avoir son foyer et ses enfants, que ça devient très souvent très très difficile pour elle. Encore que ce soit loin d'être impossible, mais enfin, on lui donne mauvaise conscience, on lui dit qu'elle n'est pas assez avec ses enfants, qu'elle n'est pas assez à la maison. Et donc elle accepte. Et très souvent, en effet, c'est très pénible parce qu'une femme qui a fait les mêmes études, eh bien, c'est entendu, c'est le mari qui, lui, sera, je ne sais pas, docteur, avocat, et elle sera simplement femme d'intérieur. Et très souvent, elle en souffre d'ailleurs. Mais est-ce que cela veut dire que vous pensez qu'il faut que toutes les femmes, les jeunes maintenant qui ont à se poser ce problème de manière concrète et à faire des choix, toutes les femmes doivent travailler, quoi qu'il en coûte, y compris dans la situation imparfaite actuelle, parce que les hommes ne vont pas changer du jour au lendemain, les tâches ménagères ne sont pas réparties du jour au lendemain. Alors, quelle est l'attitude à tenir? Autrement dit, est-ce que pour la femme, l'essentiel, c'est d'avoir cette indépendance que donne le travail et le fait de gagner sa vie? Pour moi, oui. Pour moi, l'essentiel, quelles que soient les difficultés, c'est d'avoir l'indépendance économique. Même si elles doivent le payer assez cher, et je sais qu'on leur fait payer très cher, puisque précisément, on leur imposera en même temps d'avoir le soin de leur intérieur. Mais c'est la première condition pour avoir une indépendance intérieure aussi. Et là, je veux dire une indépendance morale, mentale. Parce que sans ça, elles sont obligées de penser sur la manière dont elles vivent. C'est-à-dire, elles sont obligées d'avoir les idées de leur mari, de se soumettre aux caprices, aux désirs de leur mari, etc., etc. Elles sont obligées de rester avec leur mari, même quand elles ne tiennent plus à lui, ce qui est une situation vraiment qui n'est pas plus digne d'éloge que la prostitution proprement dite. Vraiment, une femme qui reste avec son mari uniquement pour l'argent, parce qu'elle n'a pas les moyens de gagner sa vie elle-même, c'est une femme qui a abdiqué vraiment sa valeur et sa dignité d'être humain. Par conséquent, moi, ce que je conseillerais à toutes les femmes, c'est de travailler, d'obtenir les qualifications les plus hautes qu'elles peuvent et d'avoir le travail le plus intéressant possible, mais surtout un travail qui lui assure l'indépendance économique. Et ça, c'est très difficile encore aujourd'hui, parce que là, l'inégalité est flagrante, étant donné que les parents, comme vous disiez tout à l'heure, ils continuent un peu à penser « Oh, la petite, de toute façon, elle se mariera, on n'a pas besoin de faire des gros sacrifices pour elle. On fera des sacrifices pour le frère, on fera pas des sacrifices pour la sœur. » Et c'est une injustice qui amène beaucoup de femmes à une révolte très profonde, quand elles ont vraiment le désir de devenir quelqu'un, de faire quelque chose d'intéressant, et qu'on leur en refuse les moyens pour les donner uniquement aux garçons, qui parfois même est moins doué qu'elles et qui est moins capable de faire des choses. Il y a un mot qui revient souvent dans le vocabulaire du féminisme, qui n'est pas très expliqué, vous pourriez peut-être me l'expliquer, c'est le mot sexisme. Qu'est-ce qu'il faut mettre autour de ce mot? Alors c'est un mot que nous avons forgé par analogie en somme avec le racisme. Le racisme, c'est la doctrine qui pense justifier d'établir des discriminations entre les êtres humains d'après leur race. Eh bien, le sexisme, c'est l'attitude qui prétend établir des discriminations entre les êtres humains d'après leur sexe. Nous avons commencé à parler de sexisme à propos des insultes que les hommes déversent volontiers contre les femmes. Il y a une loi qui, je crois, date de 1945 et qui interdit de traiter un homme de sale juif ou de sale bico. Et si on insulte un arabe, un juif de cette manière-là, on peut être traité devant les tribunaux. Mais qu'on dise à une bonne femme, qu'on dise d'une bonne femme salope comme toutes les bonnes femmes, ou hystérique comme toutes les bonnes femmes, il n'y a pas de recours. Et nous avons créé justement à quelques-unes du MLF une ligue du droit des femmes, où nous essayons de lutter contre toutes les formes du sexisme. Nous avons commencé par celle-là. Nous voudrions obtenir que la loi qui interdit toute discrimination sur les sexes, et
nous voudrions obtenir cette non-discrimination, non seulement sur ce plan dont je viens de parler, des injures, qui est important, quoique, plus qu'il ne ça n'en a l'air, parce que c'est toute une mentalité que ça amènera à réformer. Mais nous voudrions naturellement qu'il n'y ait plus aucune discrimination dans la manière d'élever les enfants, en tout cas à l'école, parce qu'on ne pourra jamais aller voir en effet de quelle manière une mère à la maison fait téter son fils ou sa fille. Il y a une discrimination à l'école, dans les écoles mixtes? Il y a des discriminations dans les manuels qu'on donne aux petits garçons, aux petites filles, même dans des problèmes, même dans l'énoncé d'un problème. Maman a, je ne sais pas, a rapporté tant d'œufs à la cuisine, papa, lui, il a des boulons pour réparer je ne sais quoi. Enfin, c'est tout à fait frappant la discrimination profonde qu'il y a, oui, dans tous les manuels. Et puis la manière dont on raconte l'histoire, dont on parle, on raconte l'histoire selon la perspective masculine, l'histoire, je veux dire, de France, par exemple, jamais selon la perspective féminine, etc., etc. Il y a, pour toutes les femmes qui commencent à se poser ces problèmes, à l'évidence, un problème d'attitude à l'égard des hommes. Parce qu'une partie des féministes rejette complètement les hommes, décide qu'il faut vivre sans eux, que c'est le seul moyen d'être tout à fait débarrassé de cette tutelle. Oui. Ce n'est pas votre cas. Vous avez une phrase de vous qui m'a touché. Vous avez dit, et vous l'avez répété, la plus grande réussite de ma vie, c'est Sartre. Ça prouve simplement une chose, c'est que vous croyez à l'union de deux êtres, à l'amour et au couple, dans une certaine mesure, au sens simplement du rapprochement. Donc, comment est-ce que c'est compatible, cet amour, qui est quelque chose qui engage profondément la personnalité entre un homme et une femme, avec le fait que la femme puisse aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, on verra dans 50 ans, mais dans la situation où nous sommes, avoir une évolution personnelle différente de ce qui était le cas avant? Je pense que, comme vous dites, beaucoup de femmes pensent qu'en fait, ça n'est pas compatible pour l'instant. Que celles qui rejettent complètement l'homme, elles ne présentent jamais cela que comme un moment provisoire de la lutte. Un peu, si vous voulez, puisque là aussi on peut faire une analogie avec le problème des races, un peu comme il y a eu à un certain moment les Panthères noires ou d'autres révolutionnaires noirs en Amérique refusaient absolument toute alliance avec les Blancs. C'est un moment que la plupart d'entre eux ont dépassé. Ils estiment que si un homme blanc est vraiment sur leur position politique et vraiment leur allié profondément, ils peuvent le considérer comme un camarade. Pour les femmes, je pense que c'est une analogie avec le problème des races, un peu comme il y a eu à un certain moment les Panthères noires ou d'autres révolutionnaires noirs en Amérique refusaient absolument toute alliance avec les Blancs. C'est un moment que la plupart d'entre eux ont dépassé. Ils estiment que si un homme blanc est vraiment sur leur position politique et vraiment leur allié profondément, ils peuvent le considérer comme un camarade. Pour les femmes, je pense que c'est un peu la même chose. Il y a des femmes qui pensent que c'est un compromis que de vivre avec un homme ou simplement d'aimer un homme, et il y a des femmes qui pensent qu'il y a une possibilité d'aimer un homme, même de vivre avec un homme, encore que je crois que justement, si j'aurais bien réussi ma vie avec ça, c'est parce que nous n'avons jamais vécu ensemble. Et que c'est beaucoup plus important, c'est pas tellement le fait d'être marié ou pas marié, mais le fait de vivre ensemble ou pas, qui risque d'amener des perturbations dans le couple. Bon, mais alors, il y a donc des femmes qui pensent qu'on peut vivre avec un homme, ou aimer un homme, ou enfin avoir des relations avec un homme, mais que cela oblige aujourd'hui, si on ne veut pas se laisser prendre à tous les pièges de la féminité, cela oblige à beaucoup de vigilance. Parce qu'on sera toujours tenté de faire une exception pour l'homme choisi, en disant « mais lui n'est pas pareil », et on sera tenté d'accepter pas mal de choses de lui, si bien que pour beaucoup de jeunes femmes que je vois, qui sont profondément féministes, qui ont des relations avec les hommes, ça leur rend la tâche assez difficile. Ça leur rend la vie et ça rend quelquefois la vie assez difficile aussi à leurs compagnons. Autrement dit, nous allons, pour quelques années, qui peuvent être quelques dizaines d'années, parce que ces choses-là évoluent lentement dans la mesure où elles sont profondément psychologiques et intégrées, nous allons vers des relations plus difficiles entre les hommes et les femmes, d'une manière ou d'une autre. Je pense. Plus tendues, plus compliquées. Peut-être plus difficiles pour les hommes, en tout cas, parce qu'évidemment, c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un qui est complètement passif, soumis, encore que, comme je vous disais, cette passivité, cette soumission, la femme le faisait souvent, elle le fait souvent payer à l'homme dans le secret du foyer, par des récriminations, par des scènes, enfin la fameuse scène conjugale, la scène de ménage, comme on appelle ça, c'est précisément un reflet de la situation imprimée de la femme. Alors peut-être qu'au contraire, des relations plus lucides, un peu plus difficiles, un peu plus exigeantes sur certains plans, permettraient d'échapper à cette chose affreuse qu'est la scène de ménage. Il y a une autre chose aussi que je voulais dire, c'est qu'il y a une perversion de l'émancipation de la femme qui est le fait des hommes. C'est-à-dire que, de certaine mesure, ils prétendent en bénéficier. Et ça aussi, ça se retourne contre les femmes. Maintenant qu'il y a la contraception, maintenant qu'il y a en partie l'avortement, maintenant que les femmes refusent les tabous sexuels et se disent, en tout cas une grande partie d'entre elles, sexuellement libres. Les hommes en profitent pour leur imposer, pour ainsi dire, de coucher avec eux,
en leur disant, mais comment, mais voyons, il n'y a aucune raison pour... c'est pourquoi les viols, je crois, sont beaucoup plus fréquents aujourd'hui qu'autrefois, ou ces brutalités dont je vous parlais, qui peuvent s'exercer même dans la rue. Mais comment, voyons, pourquoi tu n'es pas vraiment une femme libre si tu ne veux pas coucher avec moi, puisque tu es libre ou tu ne l'es pas. Mais la liberté, ce n'est pas forcément de coucher avec tout le monde, loin de là. Alors, il y a là un abus aussi du côté des hommes, qui fait que les conquêtes des femmes se retournent très facilement contre elles. Que là aussi, c'est une difficulté. Tant que la femme était considérée comme vierge, chaste, on en aurait en elle la mère, la sœur, l'épouse, etc., on n'aurait pas osé porter la main sur elle ou bien la brutaliser en parole, comme les hommes se permettent en très grande partie de le faire aujourd'hui. Une dernière question, Simone de Beauvoir. Nous avons parlé tout à l'heure du rôle très important du combat sur l'avortement pour le féminisme en France. Aujourd'hui, qu'y aurait-il, à votre avis, comme prochaine bataille majeure qui aurait la même vertu de rassembler des femmes un petit peu à travers les différentes couches sociales et leur donner une conscience d'ensemble? Quelle est l'urgence? Qu'est-ce qui vous paraît le prochain combat du féminisme? Je pense qu'une des questions les plus urgentes, maintenant tout ça c'est toujours des questions de tactique et de stratégie, c'est très difficile de savoir comment les choses vont se présenter dans la lutte. Mais une des choses les plus urgentes, c'est certainement le refus du travail ménager tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il s'impose à la femme aujourd'hui, et des tâches de la maternité telles qu'elles sont aujourd'hui tendant à faire de la femme une esclave. Je pense que le combat doit être contre la maternité esclave, contre l'esclavage ménager. C'est le premier, je crois. Et je crois que c'est un combat sur lequel on pourrait mobiliser une très grande quantité de femmes, car beaucoup de femmes souffrent de cet état de choses. Je citerai, puisque vous dites que c'est la dernière question, un petit fait beaucoup moins extrême que ceux que j'ai cités tout à l'heure, mais qui m'a beaucoup frappé. L'autre jour, dans France Soir, on parlait de la manière dont les Français vivent les moments de détente, et par exemple, la pause du repas de midi. Eh bien, il y avait une femme qui s'exprimait avec beaucoup de violence en disant, femme de 35 ans à peu près, qui a 2 enfants, un mari, et qui disait, pour moi, la pause, je peux dire que ça n'est pas une. Je suis institutrice, eh bien, je rentre pour préparer le déjeuner des enfants, je leur fais cuire leurs légumes, je leur donne ensuite un morceau de viande à manger, après ça, ils s'en vont, mon mari rentre après, lui, il veut voir la télévision, il faut que je lui apporte sa nourriture sur un plateau, et au milieu de tout ça, moi, j'ai juste le temps de manger debout, comme ça, ce qui se trouve dans les casseroles. Eh bien, cette femme était très consciente d'une profonde injustice, puisque travaillant dehors autant que son mari, elle était en outre asservie aux nécessités de faire manger les enfants, de faire manger le mari, faire la vaisselle ensuite, etc., etc. Je crois que sur ce thème-là, on pourrait mobiliser énormément les femmes, et on pourrait peut-être faire comprendre la situation quand même à un certain nombre d'hommes de bonne volonté. La difficulté, évidemment, c'est qu'à la différence de l'avortement, là, au lieu de descendre dans la rue, c'est un combat individuel chez soi, oui. Et c'est forcément une recherche de compromis. Et ça demande beaucoup de détermination et beaucoup d'efforts. Ça sera probablement beaucoup plus long. Certainement, c'est beaucoup plus difficile. Mais alors, c'est là que des réunions comme celle du Mouvement de libération des femmes peuvent être très utiles, parce qu'en apprenant aux femmes à se parler entre elles, à dire vraiment ce qu'elles ont sur le cœur, on les aide à prendre conscience de l'injustice de leurs conditions. Et du même coup, à la refuser. Et si elles se sentent unies, si elles se sentent épaulées, si elles savent qu'il y a d'autres femmes qui mènent le même combat, je pense qu'elles seront beaucoup plus prêtes à entamer cette lutte.